Imagine juste cette scène. Vous arrivez à l'aéroport un peu en retard pour votre vol. Vous courez jusqu'à la porte d'embarquement, mais vous réussissez à monter à temps. Vous êtes un peu anxieuse, parce qu'il y a une grosse tempête de neige dehors, on ne voit presque rien à l'extérieur. L'avion accélère, commence à prendre de la vitesse, et en quelques secondes, il commence à décoller. Vous regardez par la fenêtre et vous voyez la ville devenir toute petite, mais soudain, vous voyez quelque chose qui vous fait sursauter. Par la fenêtre de l'avion, on peut voir une route sur une montagne proche. Comme vous êtes une habitante locale, vous connaissez très bien cette route. Et vous savez que, pendant l'hiver, elle est complètement couverte de neige et pour cette raison, elle reste fermée à la circulation tout le temps. Mais en regardant de plus près, vous voyez une voiture clairement embourbée sur le bas-côté de cette route, en plein milieu de la montagne. Le conducteur aggrave la situation en faisant clignoter continuellement les phares. Vous voyez que l'homme écrit « Save our souls » en morse. Regardez, il fait moins 30 degrés dehors. Et vous savez que ce conducteur va mourir d'hypothermie s'il reste coincé toute la nuit sur cette route. Même si l'avion décolle, vous détachez votre ceinture, vous vous levez et faites signe à l'hôtesse, puis lui expliquez la situation. Elle-même peut voir par la fenêtre le phare de la voiture qui clignote. Au final, elle court jusqu'au commandant qui prévient les autorités au sol. Ils parviennent à envoyer une équipe de secours qui réussit à sauver cet homme à temps. Belle histoire, n'est-ce pas, c'est moi les amis? L'homme le plus chanceux du monde. Mais ce que personne n'imaginait, c'est que ce sauvetage allait cacher un crime horrible qui a mis 39 ans à être résolu. Découvre avec moi cette histoire étrange, comme on aime, vite. Salut à tous, je suis Su, bienvenue sur la chaîne. Si comme moi, vous aimez les histoires étranges, faits divers, théories du complot et curiosités, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer. Et aimez, commentez, partagez, parce que tout cela nous aide beaucoup ici sur la chaîne. D'accord? Allez, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, nous allons à Denver, Colorado, aux États-Unis. Là-bas se trouve la région des Rocky Mountains, ou montagnes rocheuses, réputée pour ses belles routes attirant de nombreux touristes, surtout en hiver lorsque tout est enneigé. L'une de ces routes touristiques s'appelle Vanilla Pass. Mais en hiver, quand il fait très froid, c'est différent. La route est fermée par les autorités à cause de la quantité de neige qui s'accumule et il devient même difficile pour les chasse-neige de passer par là. La région compte aussi une station de ski appréciée des amateurs. Le 6 janvier 1982, la région a été frappée par une méga tempête de neige. Les températures ont atteint moins 30 degrés et c'est dans cette ambiance que s'est produit ce que j'ai décrit dans l'introduction de la vidéo. Harold Bray, shérif du comté de Jefferson au Colorado, a vu la voiture par la fenêtre. Sa formation lui a permis d'identifier l'appel à l'aide en code morse. L'homme qui a examiné la voiture embourbée sur la route s'appelle Dave Montoya. Il était le chef des pompiers de la ville et il n'en croyait pas ses oreilles lorsqu'il a reçu l'appel signalant la présence de quelqu'un sur la route. Là, à Pass. Tout le monde dans la région sait que la route est fermée et que c'est pratiquement une sentence de mort d'essayer de passer par là pendant une tempête de neige. Tu veux voir? Mais il y est allé avec son véhicule spécialisé pour les secours en cas de neige et après quelques kilomètres sur la route, il a vu la voiture. La voiture avait clairement dérapé et était bloquée dans un banc de neige. Il a frappé à la fenêtre, un homme effrayé a baissé la vitre, prêt à pleurer. Il s'appelait Alan Bray Phillips, il avait 30 ans et c'était un mécanicien qui vivait dans la région. Quand Dave a ouvert la porte de la voiture, Alan tremblait de froid comme une feuille. Bien sûr, il était en train de faire une hypothermie et il n'aurait pas survécu très longtemps s'il n'avait pas été secouru. Dave a demandé pourquoi il était là et pourquoi il avait choisi cette route. Alan a supposé qu'il était ivre dans le bar et qu'il avait peur d'être arrêté par la police. Il a donc choisi de risquer le col Vanilla, sachant que la route serait déserte. Regarde, il a juste une coupure sous l'œil gauche. Lorsqu'on lui a demandé, il a expliqué qu'il était sorti de la voiture pour uriner, mais déjà bien ivre, il a glissé sur la neige et s'est écrasé le visage au sol. Dave l'a mis dans son véhicule et l'a conduit à Breckenridge. Son incroyable sauvetage a fait la une des journaux et il a été vu comme l'homme le plus chanceux de l'hiver. N'est-ce pas, mes amis? Quelles sont les chances qu'un avion passe juste au moment où un shérif qui connaît le code morse se trouve à bord? Et en regardant par la fenêtre, eh bien, quand tu appelles à l'aide en faisant clignoter les lumières, c'est fou, non? D'accord? Cette histoire est déjà bizarre en soi. Quel lien avec un crime découvert 39 ans après? Comme mentionné en introduction, je vais vous expliquer. Cette nuit-là, 2 jeunes femmes travaillant dans la région avaient disparu. Autour de la ville de Breckenridge, il y a d'autres petites villes, et il est courant que les personnes qui vivent dans ces villes aillent chaque jour à Breckenridge pour travailler dans l'industrie touristique.
Le transport dans la région était complexe, il fallait faire de l'autostop. Cela paraît fou aujourd'hui, mais c'était en 1982. En plus, cette région était très sûre. Pour te dire, il était tellement courant de prendre et de donner des autostoppeurs que c'était déjà une culture chez les habitants de la région. En fait, il était jugé impoli de passer devant un autostoppeur sans s'arrêter. Barbara Oppenhauser. Les amis, je ne sais pas bien prononcer ça non. Bobby, 29 ans, vivait à Alma, à 30 minutes de Breckenridge. Avec son mari Jeff, elle était réceptionniste dans une agence immobilière à Breckenridge. Ce soir-là, Bobby a appelé Jeff vers 18h depuis le bar de la ville, appelé Village Pub, pour lui dire qu'elle allait fêter une promotion avec ses collègues. Ensuite, elle rentrerait en voiture avec quelqu'un. Jeff a accepté et s'est endormi sur le canapé du salon. Vers minuit, il s'est réveillé et a vu que sa femme n'était toujours pas rentrée. Il laisse monter dans sa voiture et s'est rendu au bar où Bobby avait dit qu'elle serait. Là-bas, il a vu les collègues de Bobby qui ont tous dit qu'elle n'était restée qu'1 heure et était partie après 19h pour rentrer chez elle. Jeff s'est rendu à la police, mais ils lui ont dit d'attendre 24 heures avant de signaler une disparition. Après tout, c'était une adulte et elle pouvait être sortie du bar avec quelqu'un d'autre. Qui sait? Jeff connaissait bien sa femme et sentait que quelque chose clochait. Quelque chose s'est passé, il est rentré et n'a plus pu dormir. Le lendemain matin, il a reçu un appel d'un fermier de la région qu'il connaissait, disant qu'il avait trouvé un sac à dos avec les affaires de Bobby devant sa propriété. On aurait dit que quelqu'un l'avait jeté d'une voiture en marche, car tout était éparpillé au sol. Ils ont trouvé un sac à dos, un permis de conduire et un gant de Bobby qui semblait être taché de sang. Tu te rends compte? Ils ont alerté les autorités, rassemblé des volontaires et fouillé la région le long de la route pour trouver des indices. Cela a pris plus de temps, mais ils ont malheureusement retrouvé le corps de Bobby sur une autre petite route proche. Allongée sur le bas-côté, presque sous la neige, une main attachée, elle avait reçu 2 balles dans la poitrine. Près du corps, ils ont trouvé le porte-clés en crochet offert par son mari. De plus, près de son corps, il y avait une seule chaussette orange. Ce qui est étrange, c'est que cette chaussette ne lui appartenait pas. L'autre personne qui a disparu cette nuit-là était Annette Keishney, âgée de 21 ans. Elle vivait à Blue River, une petite ville près de Breckenridge, et avait 2 emplois. Le jour, elle était femme de chambre au Holiday Inn et le soir serveuse au Flipside Bar à Breckenridge. Elle a été vue pour la dernière fois à Breckenridge vers 16h45 tentant de faire du stop pour rentrer se changer avant son service du soir au bar. Mais elle n'est pas venue travailler et a été portée disparue. Elle et son corps restent introuvables. Le principal suspect du meurtre de Bobby était son mari Jeff. Il ne pouvait pas prouver qu'il était resté à la maison à dormir sur le canapé après que sa femme lui ait dit qu'elle sortait au bar avec des collègues. Les policiers ont également demandé à Jeff s'il connaissait Annette, mais il a nié. Jeff a toujours été serviable et a pleinement collaboré avec la police, répondant à de nombreux interrogatoires sans jamais se contredire. Quand la police lui a proposé le polygraphe, il a accepté immédiatement et l'a réussi facilement. Les policiers ont interrogé 10 autres suspects, mais ils n'ont trouvé aucune preuve, et l'affaire a commencé à se refroidir. 6 mois plus tard, un homme allait pêcher dans un ruisseau de la région qui se trouvait près de la route, et il a fini par trouver un corps allongé près de la rivière. En raison du froid, le corps était bien conservé et la police l'a rapidement identifié comme étant Annette. Elle avait reçu une balle dans le dos et des preuves montraient qu'elle y avait été contrainte. Elle ne le voulait pas. Vous voyez ce que je veux dire. Ses vêtements étaient mal mis, comme si elle s'était habillée à la hâte, vous voyez? La police pensait qu'elle avait fait de l'autostop et que l'homme l'avait conduite dans cette zone isolée où il s'était imposé à elle. Après avoir terminé, elle a remis ses vêtements à la hâte, a ouvert la porte et a essayé de s'enfuir. Mais l'homme lui a tiré dans le dos et a laissé son corps là, sur place. En analysant la scène du crime, les enquêteurs ont remarqué qu'Annette ne portait qu'une seule chaussette. La chaussette était orange, exactement identique à celle qui avait été retrouvée près du corps de Bobby 6 mois plus tôt. Les enquêteurs pensent que la même personne est responsable des 2 crimes. Il a pris Annette en stop, d'abord vers 5h de l'après-midi. Après avoir commis les actes et le crime, il n'était pas satisfait. Il est donc retourné à Breckenridge et a pris Bobby en stop vers 19h30. Bobby n'avait subi aucune agression sexuelle. Mais le fait qu'elle ait du sang d'une autre personne sur son gant et qu'une seule de ses mains ait été attachée indique qu'elle a résisté et tenté de se défendre contre l'agresseur. C'est peut-être pour cela qu'elle a été exécutée avant même que l'homme ne puisse faire ce qu'il voulait vraiment lui faire. Maintenant, vous vous souvenez que Jeff, le mari de Bobby, avait dit qu'il ne connaissait pas Annette lors de l'interrogatoire, il y a des mois, n'est-ce pas? Eh bien, les choses se sont compliquées pour lui. C'est parce que dans les effets personnels d'Annette, on a trouvé une carte de travail de Jeff.
il est redevenu le principal suspect, et cette fois pour 2 homicides et un viol. Il a été convoqué à nouveau pour témoigner, et il a dit qu'il avait oublié qu'il avait déjà donné une fois un coup de main à Annette. Pendant qu'il parlait en voiture, elle a demandé des infos sur son travail, et il lui a donné sa carte de visite. Suspect, non? À cette époque, il n'était pas possible de faire des tests acides désoxyribonucléiques comme aujourd'hui. Au mieux, on pouvait comparer les groupes sanguins de la tache sur le gant avec ceux des suspects. C'est pourquoi Jeff est resté le principal suspect pendant des années. Jusqu'au début des années 2000, avec l'avancée de la technologie de l'acide désoxyribonucléique, ils ont prouvé que le sang sur le gant de l'épouse n'appartenait pas à Jeff, mais à un autre homme qui n'a pas encore été identifié. Imaginez vivre 2 décennies en étant accusé à tort de la mort de votre mari et d'une autre femme. Même si je n'ai jamais été formellement accusé par la police, faute de preuves. Toute la ville connaissait l'histoire, et il a été isolé de la société un certain temps. Regardez. Pendant cette période, plus de 100 hommes ont été enquêtés. Le plus proche d'une solution était un chauffeur de taxi, emprisonné pour avoir agressé une passagère. Il a raconté à son compagnon de cellule qu'il avait supprimé 2 femmes qui lui avaient demandé une course des années auparavant et qu'il s'en était sorti sans jamais être découvert. Après le test acide désoxyribonucléique, il a aussi été prouvé que ce chauffeur de taxi n'était pas impliqué. Peut-être qu'il a vraiment tué 2 autres femmes, mais ce n'était pas Bob et Annette. L'affaire est retombée dans l'oubli jusqu'en 2021. Un détective privé engagé par la famille d'Annette, appelé Charlie McCormick, a finalement trouvé une piste. Cette enquêtrice suivait l'affaire depuis le début et n'a jamais abandonné. N'ayant pu aider la famille autrefois, elle a demandé seulement $1 par an pour garder l'autorisation d'enquêter. En 2021, elle a découvert United Data Connect, une entreprise de généalogie génétique. Autrement dit, ils prennent des fragments d'acide désoxyribonucléique provenant de crimes et parviennent à les comparer avec d'autres bases de données qui ne sont pas celles de la police. Ils ont conclu que le sang sur le gant de Bob pourrait appartenir à un homme de la région. Et vous devez déjà imaginer qui pourrait être cet homme, n'est-ce pas? Exactement, mes amis. Alan Phillips, un homme secouru lors de cette tempête de neige à Guanella Pass. Regardez, maintenant qu'ils avaient un suspect, la police devait confirmer qu'ils étaient maintenant bien sur la piste du bonhomme. Pour cela, ils avaient besoin d'un échantillon d'acide désoxyribonucléique d'Alan à comparer avec celui du gant. Des policiers en civil ont suivi Alan jusqu'à ce qu'il achète un encas dans un fast-food. Après avoir récupéré le sac jeté, ils ont collecté l'acide désoxyribonucléique d'Alan et l'ont emmené au laboratoire. En le comparant au gant, bingo! Le meurtrier était Alan, l'homme qui avait été célébré comme l'homme le plus chanceux du monde, qui avait donné des interviews aux journaux, tout souriant. C'était en fait un monstre qui venait de commettre une atrocité. Tu y crois? Finalement, le 24 février 2021, 39 ans après les meurtres, Alan a été arrêté et a attendu derrière les barreaux pendant 1 an et demi, jusqu'à son procès. Au tribunal, le ministère public a affirmé qu'Alan avait décidé d'emprunter le col de Guanella, cette nuit d'hiver, en 1982 JSODS. Pas parce qu'il était ivre, mais parce qu'il savait qu'il avait commis ses crimes et ne voulait pas que sa voiture soit vue par un témoin, en passant par la route où le crime avait eu lieu. Il a également été découvert qu'Alan avait déjà un passé violent et d'agression envers de jeunes femmes. Presque 10 ans avant de supprimer Bob et Annette, en 1973, Alan a été arrêté pour agression. Il avait pris une femme en autostop à Birkenridge, mais il a dévié de la route et l'a emmenée dans une zone isolée. Il a frappé la femme à la tête avec une pierre, puis quelque chose de bizarre s'est produit. Elle a supplié pour sa vie, mais Alan a continué. Soudain, elle a crié « S'il vous plaît, j'ai une fille, un bébé à la maison ». Elle a dit qu'il s'est arrêté tout de suite, il l'a même aidé à nettoyer ses blessures et il l'a ramenée en ville. La femme s'est précipitée au commissariat, elle a porté plainte et Alan a été arrêté. Il a tout avoué et il n'a écopé que de 6 mois de shilling drop. Le 15 septembre, il a été jugé et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Mais parfois, la vie est vraiment injuste, n'est-ce pas? Alan avait 31 ans lorsqu'il a commis les crimes. Il a vécu 39 ans librement, tranquillement, sans contrainte. Il a eu une vie normale, il s'est marié 3 fois et il a même eu une fille. À 70 ans, il a été arrêté et condamné à finir sa vie en prison. Mais seulement 5 mois après son arrestation, le Alan a été retrouvé mort dans sa cellule le 27 février 2022. Apparemment, il s'est suicidé. Au moins, il a été arrêté. Mieux vaut tard que jamais, n'est-ce pas? Mais il n'a presque pas subi les conséquences de ses actes et il est resté très peu de temps en prison avant d'abandonner la vie.
La police pense que d'autres femmes pourraient avoir disparu là-bas, dans la montagne, à cause de son mode opératoire. Qui sait, n'est-ce pas? Alors, c'est tout, n'est-ce pas, mes amis? Quelle histoire horrible! Tu as aimé? Laisse ton like, ton commentaire. Qu'as-tu pensé de cette histoire? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant et active la cloche de notification. Et n'oublie pas de partager cette vidéo pour nous aider ici sur la chaîne. D'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. Salut! Laisse-moi voir.